Voilà, c'est bon, c'est pas. Bien, bonsoir. Deuxième partie de l'après-midi sur quelque chose qui nous tient à cœur. Non, on ne parle pas de cybersécurité, on va parler d'agents virtuels en santé. Alors, si je ne me trompe pas, donc j'ai l'honneur de faire la présentation avec le docteur Mix, qui est chirurgien à l'hôpital d'Antibes et qui, on va dire, est la garante du contenu qui est proposé dans l'outil, et puis moi-même, donc Pascal Stassini. Oui, il faut que je monte encore le micro. Voilà. C'est assez agréable d'ailleurs. Donc, un agent conversationnel pour ma santé, avant d'être notre santé en termes de santé publique. Donc, je suis enseignant-chercheur à la fac de médecine en santé publique et informatique médicale. Enfin, ça fait 30 ans que je l'attends, cette e-santé, elle est arrivée. 30 ans qu'on essaye de comprendre dans quelle mesure le numérique, finalement, peu à peu, nous aide dans les tâches quotidiennes, dans les travaux de recherche. Et on va le voir tout à l'heure dans peut-être la médiation relationnelle vis-à-vis de quelqu'un dans le domaine de la santé, de l'information. Alors, on a des outils connectés. Je vous ai laissé quelques éléments. On parlait tout à l'heure de téléconsultation, téléexpertise, même si la fac de médecine, en 2000, a conduit la première thèse en France de téléconsultation en psychiatrie qui a fait le tour de l'Europe. Il a fallu attendre 20 ans pour que finalement on s'aperçoive, ça ne nous rajeunit pas Catherine, d'un certain nombre, entre guillemets, de progrès. Et surtout le fait que, et on l'a vu durant la Covid, il y a un problème de tension dans le système de santé, dans le système de soins. Et cette tension, c'est que si vous n'êtes pas bien, vous voulez voir de suite un médecin. Et il y a eu les premiers outils, je ne sais pas si vous vous en rappelez, un questionnaire sur le web qui avait été fait par la PHP, il me semble, pour savoir si les symptômes que vous présentiez relevaient d'une consultation ou pas, ou s'il fallait aller directement aux urgences. Je vous rappelle que c'était céphalée. Vous ne vous rappelez plus. Donc, vous voyez, vous avez déjà oublié la Covid alors que c'était juste là. Céphalée, tout. Et je ne me rappelle plus le troisième, mais il y en avait un, et la fièvre, bien sûr. Alors, face à tout cela, le sujet global sur lequel on travaille finalement, c'est l'information en santé. On ne va pas parler de données de santé, on l'a vu avec l'épidémiologie digitale, l'information en santé, comment faire la part du vrai et du faux. Et la Covid, je peux vous dire, a été l'occasion, entre guillemets, de voir tout et rien concernant ce thème-là. Comment être bien orienté? On est dans le système de santé. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un professionnel en consultation ou bien est-ce urgent? Peut-on ou comment obtenir un conseil personnalisé? Et puis, peut-être aussi, comment inciter à des comportements responsables? La durabilité de notre système de santé, elle est finie au sens de la convergence mathématique, hein, d'accord? Parce que si elle était finie, on serait vraiment mal. En tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elle continue. Je vous rappelle simplement que le système de santé est basé sur les actifs qui donnent aux inactifs, quel que soit le caractère de cette inactivité. Donc là, vous m'entendez? Donc là intervient le clinicien qui aura, on l'espère dans le futur, son usager, son patient en face de lui. Et notre but, c'était de détacher l'usager de son ordinateur où il va pouvoir, grâce à des mots-clés, trouver soit des émissions retransmises, soit d'un autre côté, un peu trop d'informations, des recommandations de sociétés savantes. Et nous, le rôle où on a voulu se situer, c'était d'apporter à un usager qui sera peut-être un patient ultérieur, une réponse pour lui et lui seul, donc dans un contexte donné et avec une certaine qualité vérifiée des informations, et le mettre sur la voie d'un conseil, voire d'une consultation à venir. Alors, quand on regarde un petit peu ce que la littérature nous donne sur les agents conversationnels, les chabots, les chatbots,
C'est un article qui a été publié dans le JMIR Human Factors en 2022. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vous ai laissé le schéma. Il reste encore la Covid et ça va être toujours présent, la Covid. Hein. Ça, je pense que maintenant, on ne s'en sortira plus. Alors, on voit behavioral change, treatment support, health monitoring, surveillance de la santé. Vous voyez, pas forcément ça qui est très intéressant. On parlait tout à l'heure d'épidémiologie digitale et des troubles chez l'enfant. Vous voyez que mental health est un domaine dans lequel on va trouver les chatbots de plus en plus. Je laisse de côté la partie Covid. Et puis ensuite, vous avez, comme ça, dans cette roue de la fortune, le self-management, tout ce qui est dépistage. Donc, remplissage de formulaires, hein, des chatbots pour faire passer des questionnaires diagnostiques. Pour autant, je me suis posé la question, et ça, c'est un thème sur lequel on pourra venir ensuite, c'est que des chatbots pour la science participative en santé, pour l'instant, il n'y en a pas, mais globalement, est-ce qu'on a véritablement de recherche participative en santé? C'est quelque chose que le numérique nous invite à penser. Donc, en fait, nous, notre but, c'est pour le clinicien, c'est de ne pas laisser seul le patient face à ses certitudes et de lui amener un pré-diagnostic, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir lui amener un diagnostic final vu qu'il manquera un examen clinique et on va déjà le conseiller et l'orienter. Et surtout le guider pour aller consulter et lui amener en fait l'intérêt du chatbot, une interaction en direct pour arriver à ce pré-diagnostic. Alors, on a bénéficié d'une opportunité d'appel à projet interne à l'Université Côte d'Azur, donc de notre URLC. On a constitué une équipe de 4 personnes au sein du laboratoire Rétine pour explorer des méthodes et des outils pour créer. Et donc, on va vous présenter le médecin virtuel. Mais on a aussi, et la thèse de médecine a été soutenue et présentée, fabriqué des patients virtuels pour entraîner les étudiants en fait à l'interrogatoire. Et donc, Jean-Paul Fournier, hein, le professeur Fournier, qui est donc notre mentor en pédagogie médicale, a monté une petite étude randomisée et donc pour voir quel était finalement l'effet de suivre l'interrogatoire par les étudiants et d'être ensuite examiné en situation réelle. Ce n'est pas dénué de sens, ce n'est pas dénué d'intérêt. Et derrière, alors on n'était que sur une trentaine, malheureusement, d'étudiants, mais ça nous incite à continuer. Alors, on va de suite prendre connaissance. Je ne sais pas si j'y arrive. Comment on fait là? Écoutez bien parce que le son n'est peut-être pas forcément le meilleur et je ne sais pas si à distance ça va marcher. Je suis le docteur Proctor. Je suis chirurgien spécialisé en chirurgie digestive. J'exerce depuis 30 ans. J'ai créé et je dirige le Centre azuréen de proctologie. Posez vos questions sans tabou. Je vous répondrai sans détour. Est-ce que je peux vous poser des questions sur les hémorroïdes? Bien sûr, je suis là pour ça. Posez toutes les questions que vous souhaitez. Je ne vous répondrai que dans le domaine de la proctologie. Il se peut que je vous fasse répéter. Ne prenez pas ombrage. Quelle est votre question? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est les hémorroïdes? Ce sont des petits coussinets avec des vaisseaux. Ils sont situés dans le canal anal. Les hémorroïdes contribuent à la continence, le fait de retenir les sels et les gaz. Les hémorroïdes internes, situées en haut du canal anal, sont sensibles à la pression des gaz et des sels. Elles ne sont généralement pas douloureuses, même lorsqu'elles sont dilatées. Les hémorroïdes externes sont situées sous la peau de l'anus, qui est très sensible à la douleur. Je me suis fait opérer des hémorroïdes. Que souhaitez-vous savoir exactement?
Vous pouvez saigner pendant les 3 premières semaines, donc évitez de partir loin ou de prendre l'avion pendant cette période. Je me suis fait opérer des hémorroïdes, est-ce qu'il faut que je prenne un régime particulier? Aucun aliment n'est interdit, même si l'alcool et les épices sont à consommer avec modération. Une alimentation riche en fibres favorisera votre transit. Les meilleurs aliments à consommer immédiatement après une chirurgie pour hémorroïdes sont les aliments faibles en fibres, tels que le pain blanc, la purée de pommes de terre, les légumes cuits et les protéines saines. Mais pour prévenir les futures hémorroïdes, les aliments riches en fibres constituent le meilleur choix. Alors là, c'était la partie encyclopédique de l'agent virtuel. Non, mais c'est pas ça que je veux, c'est que je passe à la diapo suivante. Ah bon? Ah voilà. Donc là, on est passé sur le deuxième. J'ai une première question concernant l'aspect du saignement. S'agit-il de sang rouge? Vous me dites qu'il s'agit de sang rouge. Sous quel aspect cela se présente-t-il le plus souvent? Vous me dites que vous avez observé des traces de sang rouge sur le papier toilette. Est-ce que vous avez mal? Vous me dites que vous avez constaté du sang rouge et que vous n'avez pas de douleur. J'ai une dernière question. Avez-vous senti ou sentez-vous une boule à l'anus? Les hémorroïdes sont la cause la plus fréquente des signes que vous m'avez indiqués. Mais elles ne sont pas la seule cause. Il vaut mieux demander rapidement l'avis d'un médecin qui vous examine que mal se soigner tout seul. Est-ce que vous avez compris mon conseil? Merci de votre réponse. Donc en fait, quelque part pour nous, il s'agissait de lister un petit peu les défis à relever. On est dans de l'information en santé, donc il faut dire sans exagérer. On est dans le conseil, sans obliger. On est dans alerter. Un saignement peut être un processus cancéreux, donc sans alarmer. Ensuite, tout ceci, on va dire, emporte avec lui le comportement de chacun, son adhésion au dépistage, et comporte aussi un enjeu de santé publique majeur qui est le nomadisme, c'est-à-dire que le patient, non content de ce qui a été donné, c'est pas grave, on dépassera, non content que de ce qui a été donné, va aller voir un autre médecin, et en termes de santé publique, derrière sont des coûts. Alors, les solutions à proposer, c'est l'interaction personnalisée, une interaction motivante, une interaction rassurante, et aussi une interaction pédagogique. Avez-vous compris? Alors, on peut répondre non, le système reboucle. Et donc, derrière, il fallait concevoir, pour l'instant pas maintenir, mais concevoir la base de connaissances, concevoir des messages compréhensibles. Là, on fait appel à la vulgarisation scientifique. Là, dans le premier, on faisait appel à la médecine factuelle, donc celle de la littérature, et imaginer un dialogue avec un vocabulaire courant, j'oserais dire, de ma concierge. Et ça, c'est l'expérience du professionnel qui est le seul à voir toutes les catégories de patients qui peuvent se présenter. Donc, en fait, on va faire un petit peu plus vite, pour cibler les pathologies, il fallait qu'à la fois, ce soit des pathologies fréquentes. Effectivement, dans une salle d'attente, un patient sur 6 présente un problème de proctologie. Donc, ça fait un peu plus de 15%, alors qu'il y en a seulement 2% qui viennent spontanément pour leurs problèmes. Donc, on passe un petit peu. Le choix de la pathologie, c'était justement pour éviter que ces patients, en s'auto-gérant, reviennent toujours à une seule et même pathologie, que ce soit chez tous les patients. Ils ont tous des hémorroïdes. C'est très simple, la médecine, ils ont tous des hémorroïdes. Parce qu'effectivement, plusieurs signes et symptômes les orientent là-dessus. Donc, ils choisissent ceux qui leur conviennent. Et la dérive, c'est l'automédication.
c'est aller chercher des informations qui ne seront pas forcément adaptées à leur situation propre, et donc avec des causes d'erreurs et de retard de diagnostic qui peuvent être importantes, puisqu'on peut parler aussi de cancer. Donc, en fait, l'apport du clinicien, il est de pouvoir mettre en place, de connaître avec nos connaissances, de mettre en place des armes décisionnelles qui vont nous permettre de prédire un peu et de fournir ces interactions selon la réponse que va nous donner l'usager en fait. Donc, en fait, on mime un petit peu ce que l'on fait lors d'une consultation, à savoir qu'on va mimer en temps réduit, déjà pour ne pas lasser l'usager, mais on va mimer un interrogatoire que l'on ferait en situation de consultation. Alors effectivement, donc là c'est juste, mais vous aurez les supports, vous verrez, là on utilise un outil industriel en définitive, hein, donc, qui est Algo de Questit. Et donc, la base de connaissances, en fait, est une base de connaissances un peu particulière parce que c'est de la connaissance apportée à des questions. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on imagine toutes les questions, alors que l'habitude, c'est que nous, on gère une base de connaissances. Quand on fait cours aux étudiants, bah, elle est définie, on ne se pose pas la question. On ne sait pas, entre guillemets, ce que le patient va poser. Donc, l'IA est derrière pour nous ramener sur des questions. Et vous voyez là les termes que l'algorithme utilise. Donc là, on cite les synonymes et malheureusement, et ça c'est un vrai souci, il faudra que je discute avec Marco Landi, il n'y a pas d'arbre décisionnel, c'est-à-dire qu'en définitive, on apprend tous à, on va dire, une conduite à droite, une conduite à gauche, et puis là-dessus, on n'a pas effectivement cette possibilité-là, et donc c'est vrai que entre guillemets, en matière d'utilisateur, si je reprends cette fois-ci là le côté développeur ou mise en scène d'un arbre décisionnel, les choses à maintenir vont être un peu complexes. D'autant que, et là j'ai été perturbé en lisant comment dirais-je, cet abstract, cet article qui vient d'être publié il n'y a pas si longtemps, c'est qu'effectivement, donc, sur la motivation et l'intention à continuer d'utiliser, on a la satisfaction et la perception, hein, donc l'utilité perçue. Eh bien, derrière, la facilité d'utilisation ne semble pas avoir d'influence sur l'utilité perçue. Alors, les bras m'en sont un petit peu tombés. Alors, est-ce que c'est lié en fait à la thématique ? D'accord ? Parce que quelque part, poser une question dans un domaine médical pour lequel on est concerné, de toute façon, c'est utile. Et on ne va pas aller au-delà, finalement, de se poser la question de la validité de l'information. Et puis, quelque part, des thèmes qui ressortent sur l'interaction personnalisée. Donc, effectivement, je présente des symptômes que le système comprend. Utilisation efficace au sens de toutes mes réponses, finalement, sont honorées. Toutes mes questions, pardon, sont honorées et les illustrations doivent être compréhensibles, ce qui n'est pas forcément évident parce que derrière l'illustration que vous avez eue vient du Vidal et je fais juste un appel contextuel. Alors, sur les conclusions et les perspectives, on va continuer, ça c'est clair, parce que derrière, on va essayer de qualifier le service médical rendu, ce fameux SMR que l'on a pour les médicaments, etc., et qui est différent hein, des échelles d'utilisabilité qu'on a l'habitude de mesurer, d'utiliser pour mesurer. La qualité de l'information délivrée, il faut qu'elle apparaisse quelque part, parce que tout le monde peut accéder à PubMed, tout le monde peut peut-être lire l'anglais et donc se rendre compte des éléments, et surtout travailler sur le fait d'être compréhensible, contextualiser et répondre en fait à des attentes qu'on ne connaît pas. Et c'est là où l'IA nous permet en fait par tout l'historique finalement des questions de nous interroger sur les demandes. Et pour le clinicien, en fait, ce qui va nous guider, c'est effectivement la fréquence des pathologies. Donc, nous, on a commencé avec la proctologie et qui répond tout à fait bien à cette exigence de pouvoir mettre cette interaction en direct sur 2-3 phrases et questions clés
Donc ça, c'était parfait pour pouvoir orienter sur des pathologies qui restent tabous et pour lesquelles les patients ne viennent pas en consultation ou trop tard. Et donc après, cibler l'endroit où on va mettre en place ces chatbots, à savoir chez les médecins généralistes, chez les gynécologues, chez les gastro-entérologues, etc., pour amener tous ces patients à la consultation et nous voir. Et si vous voulez voir la suite des choses, je vous invite à Save the Date Segamed, donc dans sa 8e édition. Donc pour les plus vieux d'entre vous, vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qu'on a construit avec Telecom Valley, avec Teresa Colombi, avec Catherine Mélino. Serious Games for Medicines and Simulation for Medicines and Healthcare. Et donc, ça sera organisé en décembre 2023 au Galet. Merci de votre attention. Question. Allez. Le micro, voilà, allez, viens. C'est pas qui a une question. Plusieurs petites questions. Alors déjà, est-ce que lorsque vous avez entraîné, j'imagine, votre produit, est-ce qu'il n'y avait jamais de cul-de-sac ou de questions sans réponse où l'utilisateur se retrouvait frustré à la fin de ne pas avoir la bonne réponse et d'avoir à faire des rollbacks lui-même et du coup abandonner? Est-ce qu'il y a eu des risques de misleading, de l'amener vers une mauvaise solution par rapport à ce qu'il a dit? Comment ça se situe tout ça? Et voilà. Alors effectivement, on n'est pas encore en train de tester parce que derrière, on va faire tester à des étudiants en fait. Ça, c'est notre panel pour voir si c'est compréhensible parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ensuite, on va le tester auprès du CI3P. Vous en faisiez allusion donc avec Luigi Flora, qui font partie de l'équipe. Et surtout, derrière, le fait de, comment dirais-je, d'aller vers des questions sans réponse, le système nous les redonne et c'est à nous en fait de réanalyser. Donc, je suis encore en phase d'apprentissage et le système est en permanence en phase d'apprentissage. Voilà, donc malheureusement, il faut bien commencer. Il n'y a pas de méthode, c'est ce que je disais à Catherine et Teresa. On s'est un peu lancé de façon empirique, donc contrairement à tout ce que vous nous avez dit, je vous écoutais tout à l'heure et je me disais, oui, ben, d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui ont été, enfin, c'est de la sérendipité, entre guillemets, chère à notre Jean-François Carrasco, mais voilà, on ne pouvait pas faire autrement que de démarrer. La seule chose qu'on savait, c'est notre connaissance et une forme d'expérience. Non, en fait, on est quand même parti. Pourquoi on a choisi ça? On est parti parce qu'on sait, nous, cliniciens, qu'avec un interrogatoire ciblé sur 2-3 signes et symptômes, on n'a pas pris n'importe quelle pathologie. On sait qu'avec ces 2-3 symptômes, les synonymes, les circonstances, etc., et c'est ça qui a été le travail le plus long, à la rigueur, ça et l'arbre décisionnel, on retombait, on ne l'a pas encore testé, mais souvent sur nos pieds. C'était quand même ciblé. On ne peut pas faire ça avec toutes les pathologies cliniques. Alors, du coup, pour finir, vous avez dit que ça pourrait être intéressant de le mettre du coup chez des docteurs, chez des praticiens. Et du coup, s'il est déjà chez le docteur, du coup, il aura déjà sa réponse et pas forcément besoin du produit. Ils vont chez le médecin pour d'autres raisons, en fait. Du coup, j'imaginerais, parce que parfois, j'ai juste une idée, ça arrive que pour ces pathologies, ils vont voir directement à la pharmacie et ils demandent, ça arrive parce que j'ai des collègues pharmaciens, et souvent c'est au contact à ce guichet qu'ils osent demander. Alors pourquoi ne pas mettre à disposition dans les pharmacies, peut-être penser à mettre cet outil-là? C'est vrai, puisque c'est la base de… Ouais. Et c'est tout le problème, les défis à relever sont que dedans, il y a un message personnel et un message de santé publique, parce que le dépistage, on le sait, hein, on l'a vu sur les 20 dernières années, sur le dépistage du cancer du sein, tout le monde, entre guillemets, maintenant, ça commence à apparaître, mais au début, on avait moins de 30% de femmes qui se faisaient dépister. On a mis le dépistage du cancer du col, on a la vaccination anti-HPV, on essaye de se préparer l'avenir, mais le dépistage du cancer du côlon reste encore extrêmement problématique. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est difficile. En fait, il faut encercler le problème. C'est un outil comme un autre.
À la limite, ce qu'on pourrait l'utiliser, c'est peut-être pour une sorte de mise à niveau en disant, ben voilà, si on vous pose ce type de questions, voilà l'algorithme qu'il faut avoir en tête. Et en plus, lorsqu'ils vont à la pharmacie, quand ils demandent ils vont demander soit un problème, soit ils vont demander directement le médicament parce qu'ils l'ont vu sur Internet, ben, le pharmacien sait pourquoi il demande ça. Il pourrait dire, ça serait bien que vous vous dirigez, peut-être faites cet examen-là avant de prendre ce médicament, quoi. Vous voulez bien? Comment ça va se passer en salle d'attente? Parce que tout est à l'oral, donc c'est pas évident de parler. Ah, ok. D'hémorroïdes. La problématique de la salle d'attente, on va y revenir, c'est une vraie problématique, un enjeu scientifique majeur. Où on peut toujours mettre le site où aller pour au cas où. C'est comme les préventions pour le tabac, une salle d'attente est faite pour la prévention. Donc, on peut rajouter sous une autre forme, pas forcément en direct. Mais aller… Ouais. Moi, je voulais réagir sur le portrait robot du docteur Proctor, là, parce que je ne sais pas si les UX designers ont réagi comme moi. Mais le regard sévère, l'habit en noir, c'est juste parce que c'est une première itération ou il y a quelque chose… Oui, bon, voilà. Donc, bon, ben, on imagine que ça va itérer vers quelque chose qui est plus accueillant. C'est qu'effectivement, on ne l'a pas testé pour le grand public, ouais. Mais quand on a fait nos 2 cas, et les 2 cas, c'était prescription chez une adolescente de la première contraception, et le 2e cas, c'était dialogue entre 2 professionnels sur des anticoagulants, désolé, c'est un peu technique, eh bien, les étudiants qui ont répondu à l'évaluation, finalement, ne se sont pas attachés à l'avatar. Ah oui, il y a ça aussi. Et ça devient, parce que dans Segamed, en fait, au tout début, quand on s'intéressait aux jeux sérieux, on avait fait une enquête sur l'ensemble des étudiants de France avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, beaucoup de nos collègues qui développaient disaient « Ah ben oui, on va refaire une salle d'intervention, etc. » Et en fait, dans la passation de l'interrogatoire, peut-être le son de la voix, certainement. Mais là, derrière, ce qui était prévu, c'était le fait que, quelque part, je représente une forme de connaissance. Et donc, quelque part, je veux, pas m'imposer, mais si j'avais pris quelque chose d'un petit peu plus frivole, enfin, il y avait quand même un petit peu une intention. Et j'ai choisi, effectivement, le barbu, vous avez compris pourquoi, aussi, voilà. Non, mais je suis d'accord, ça fait partie des intentions qu'il faut qu'on imagine. Alors, dedans, il y a plein de choses cachées derrière. Une dernière question? Alors, je vais peut-être rebondir un petit peu sur la question de l'avatar, mais je m'interrogeais par rapport, du point de vue de l'utilisateur, sur la crédibilité qu'il peut avoir concernant le système, puisque du coup, il ne se retrouve pas devant un médecin qui est représentant d'une autorité médicale, mais devant un système dont il ne connaît pas forcément l'origine ni les capacités réelles, et donc il ne peut que s'interroger. Alors, c'est très bien comme question, parce qu'en fait, dans le domaine de la santé, depuis très longtemps, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, on s'est intéressé à la façon dont on valide le contenu. Alors, c'est mon collègue de Rouen, d'Harmonie, qui avait commencé cela avec Centrale Santé. Ils avaient fait une première ébauche de grille de critères qui était complètement insoluble, on ne pouvait rien faire. Et maintenant, donc, si vous y allez, il y a Health on the Net, qui est une fondation en Suisse, qui est dirigée par Célia Boyer. Et donc, il y a en fait une forme d'autodéclaration du site vers cette fondation. Et il y a en fait une vérification pour respecter HON, Health on the Net, hon.ch. Et donc, là-dedans, si ce système il est mis en œuvre pour le grand public, il devra satisfaire à ces exigences. D'accord? C'est-à-dire, quelque part, alors on n'a pas vu la page d'accueil, mais il y a nos 2 noms et l'origine. C'est sûr que personne ne va vérifier si notre origine elle est correcte, mais en fait, derrière, il faut reprendre. Et là, malheureusement ou heureusement, la contrainte légale en France nous oblige à imaginer un certain nombre de choses, voire même de dire que les données collectées
puisque je collecte des données de façon anonyme, je n'ai pas l'adresse IP. Mais j'ai forcément, pour entraîner mon algorithme, je recueille les questions qui sont faites, eh bien, je suis obligé de dire ce qui est recueilli et ce qui est traité. Donc voilà, c'est une partie de la réponse à votre question. Je suis obligé de me contraindre à ça. Voilà. Ce n'est pas une mince affaire encore. Hein. C'est pour ça que c'est juste un prototype. Et alors, j'ai mis l'adresse sur le site web, mais bon. Hein. Non, ok. Bon, ben merci. Et puis, on pourra revenir sur le sujet, sur le débat.